Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, on va attendre quelques petites minutes que tout le monde puisse atterrir sur ce webinaire. Je vais juste essayer de reprendre un petit peu la main pour voir tout le monde. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat pour nous faire un petit coucou et puis nous dire d'où vous venez. Si vous venez des quatre coins de la France, ça nous fera plaisir. Euh, Bonjour. Ah, super. Toulouse, Lyon, génial. Bonjour tout le monde de Savoie, Bordeaux, Villeurbanne, Paris. Ah, le Québec. Montréal. Bonjour à nos amis canadiens. Super. Nanterre. Bon, bah, super. En voiture, mais oui, très très bien. Bon, bonjour à tous. Je vois qu'il y a un peu toutes les régions, un petit peu tout Oh là là. qui est représenté. Donc, c'est super. Il y a de plus en plus de participants. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer tout de suite. Ah bah voilà, n'hésitez pas à continuer à nous écrire en chat, ça nous fera très plaisir. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je me présente, moi, je suis Capucine, chargée des réseaux sociaux chez Medocine et aussi des partenariats. Et je serai votre animatrice aujourd'hui, accompagnée évidemment de nos deux praticiennes, Aurélie et Véronique, qu'on va présenter dans un second temps. Alors, donc, ce webinaire, c'est l'occasion de parler de l'hypersensibilité, gros sujet assez intéressant à aborder aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous écrire en chat. On va essayer tout doucement de répondre à certaines questions et on fera un temps de toute façon de questions-réponses à la fin pour éviter qu'on interrompe tout le temps le suivi et que chacun puisse suivre à son rythme. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, je vous répondrai et les praticiennes également. Donc voilà. Ce webinaire est organisé par Medocine. Alors Medocine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de praticiens qui sont spécialisés dans les pratiques complémentaires qu'on appelle aussi les médecines douces. Donc attendez, petite slide qui va changer. Hop là. Donc, les pratiques complémentaires sont en complément d'un suivi médical. Donc, si vous avez une maladie, un trouble, quel qu'il soit, et que vous suivez un traitement médical, surtout continuez à suivre les recommandations de votre médecin. Nos praticiennes qui sont ici présentes ne sont pas du tout un remplacement de votre diagnostic médical. Elles n'ont pas pour objectif de traiter ou de soigner. Surtout, elles accompagnent et elles vont permettre une amélioration, mais pas forcément guérir. Donc voilà, faites attention à ça et surtout, dites-vous bien que c'est un complément à la médecine conventionnelle. Voilà. On va pouvoir démarrer donc ce sujet sur l'hypersensibilité et on va se poser la question de savoir est-ce que vous êtes hypersensible ou pas? Quels sont un petit peu les critères et comment gérer tout ça? Alors, je laisse la parole du coup à nos intervenantes qui vont se présenter. Allez-y, mesdames. C'est parti. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je m'appelle Aurélie Goudan. Donc géographiquement, je suis dans le 92 où j'exerce dans le 92 et également à Paris. Et puis aussi en distanciel, en visio. Donc moi, je suis coach professionnel et personnel ainsi que thérapeute en thérapie brève. Donc avec quelques outils comme l'hypnose, la PNL. L'EFT et aussi une partie énergétique, donc Reiki et énergétique chinoise. Et je suis ravie donc de vous présenter cette thématique. Étant moi-même hypersensible, c'est un sujet que j'ai pas mal étudié et expérimenté. Je laisse la main à Véronique. Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Véronique Lebeau, je suis du côté de Nantes, donc j'ai mon cabinet en énergétique traditionnelle chinoise à Nantes en centre-ville. Donc du coup voilà, le travail énergétique, travail très complet qui vise justement à travailler sur les problématiques aussi bien physiques que émotionnelles que psychologiques. Et, euh, et du coup voilà, moi-même on dirait vraiment le côté un peu alcoolique anonyme, mais moi aussi, je suis hypersensible. Et du coup, je me suis beaucoup penchée sur la question et j'accompagne donc pas que, mais entre autres, des personnes hypersensibles.
Super, et bah, très, très bien. Alors si vous aussi vous êtes hypersensible, si vous avez déjà été diagnostiqué, n'hésitez pas à nous l'écrire, qu'on puisse avoir un petit peu, le nombre de personnes qui sont aussi dans ce cas ou en tout cas qui ont vécu, des situations, de ce type. Donc, écrivez-le nous en commentaire et puis, bah, on va pouvoir démarrer, hop, sur l'introduction. C'est parti. C'est parti. Alors, déjà, c'est une très bonne nouvelle. L'hypersensibilité n'est pas une maladie. Donc, il n'y a pas de traitement médicamenteux, il n'y a pas de diagnostic ou autre, puisque l'hypersensibilité, c'est réellement un tempérament, en fait. Ce sont des caractéristiques personnelles. Et ce qu'on identifie très bien communément en fait aux hypersensibles, bah, c'est qu'il y a une très très grande réactivité aux stimuli, qui soient internes à la personne ou externes à la personne. Donc ça c'est bien sûr une présentation très générale, mais au fil de l'eau avec Véronique, on va rentrer de plus en plus dans le détail. Et je pense que c'est aussi important de son point de vue, son point de vue énergétique, qu'elle vous parle aussi donc de ce que c'est que l'hypersensibilité. Oui, alors du coup, du point de vue de l'énergétique, c'est vraiment, alors, bah, ça répond donc au côté bonne nouvelle, parce que souvent on part avec ça, on a l'impression que c'est plutôt une tare qu'autre chose. Et ben non, parce que du coup, en énergétique, c'est vraiment la présence d'une belle énergie vitale et notamment vraiment un sens aiguisé, puisque du coup, en énergétique traditionnelle chinoise, on dit qu'on doit donc se placer entre la terre et le ciel, donc vraiment aller capter et aller puiser les essences. Et avec cette belle énergie, on a justement comme plus de petites antennes où on va pouvoir aller capter ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est plutôt un démarrage de bonnes nouvelles. Après, voilà, il va falloir faire ce qu'il faut avec. On va pour ça vous aider aussi à identifier du coup en effet, comme dit Véronique, tous les bons côtés, mais également ce qu'on a pu communément expérimenter, et on a mis en exergue, en fait, on va appeler ça certains défauts aussi des hypersensibles pour vous aider à mieux les repérer et puis surtout bah, du coup les transformer. Donc avant de rentrer dans tous ces détails-là, quelques chiffres. Alors, quelques chiffres, puisez vraiment, attention, hein, les fourchettes sont un petit peu larges parce que, étant donné que ce n'est pas une maladie, eh ben, il n'y a pas forcément aussi d'études extrêmement tangibles par rapport à l'hypersensibilité. Mais on considère aujourd'hui que 20 à 30% de la population serait hypersensible, enfants, adultes confondus, ce qui nous ferait à peu près donc 17 millions de Français. Alors pour ça, vous avez sur Internet de plus en plus de tests. En fait, hein. Vous avez des thérapeutes qui ont mis en place des tests pour essayer d'identifier en tout cas si vous êtes hypersensible ou pas. Ce qu'on disait du coup communément avec les filles, c'est que on n'a pas forcément de test de prédilection à vous conseiller, plutôt un qu'un autre. Il me semble que ce qui est intéressant, c'est d'en faire plusieurs, parce que parfois voilà, il y en a qui sont plus ou moins complets, et en tout cas, ça va vous aider et vous donner déjà un certain nombre de pistes de réflexion, parce que ce qui va être très très important en fait à faire, c'est en effet être assez pointu sur le fait de est-ce que je suis vraiment hypersensible ou pas, ou est-ce que c'est autre chose? Et c'est là évidemment où un thérapeute plutôt spécialisé comme nous le sommes, Véronique et moi, ça peut aussi vous aider en plus du diagnostic évidemment, parce qu'on sera peut-être plus à même de faire cette différence-là. Et en tout cas, sachez-le, on est hypersensible. Voilà. On arrive à la vie, c'est un cadeau qu'on a dès la naissance. Exactement. Donc en énergétique, on parle en fait de ce qui s'appelle l'énergie innée. Donc c'est vraiment en fait bah, l'énergie que nos parents nous offrent à la naissance. Et ben dans ce cadeau qu'on nous a offert, bah, il y a potentiellement l'hypersensibilité. Donc c'est vraiment quelque chose, comme le disait Aurélie, qui nous définit. C'est des données de base et comme n'importe quelle donnée de base qu'on peut avoir, bah, c'est juste apprendre à vivre correctement avec.
Et puis alors après, la bonne nouvelle, c'est que donc, comme on disait, il y a des avantages et puis bah, peut-être aussi des inconvénients. Et du coup, on va pouvoir travailler pour régulariser tout ça, harmoniser tout ça avec ce qui s'appelle l'énergie acquise. Donc on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Mais c'est bah, tout ce qu'on va pouvoir faire nous pour améliorer ça, et notamment bah, par le fait de respirer correctement, d'avoir une bonne alimentation adaptée à nos besoins, d'avoir des mouvements, une activité physique adaptée à nos besoins. Tout ça, ça va permettre de rééquilibrer et de faire que tout ça, ça circule le mieux possible. On a une remarque de Eva qui dit que elle sait qu'elle est hypersensible selon un test du livre Sylvia Arc. Est-ce que vous connaissez? Non, je ne connais pas. Ok, bon, bah, très Celui- bien. Bon, bah, merci Eva pour cette Pour remarque. la référence, il y en a Voilà. énormément. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ouais, Et c'est pour ça que franchement, je trouve que c'est intéressant d'aller découvrir et d'en faire plusieurs. tout à fait. On a une question là sur l'hypersensibilité. Est-ce qu'elle est génétique? Il n'y a pas d'études à ce jour qui le prouvent. Donc, d'un point de vue très, vous voyez, très factuel, on ne peut absolument pas se prononcer là-dessus. On ne sait pas aujourd'hui, à notre connaissance. Ce qui peut arriver, et ce qui est le cas en tout cas, bah, moi parfois des clients que je peux accompagner, c'est que certains découvrent qu'ils sont hypersensibles, ou alors des parents viennent pour leur enfant hypersensible, et puis en fait quand on, on questionne, quand on donne en fait des compléments d'information sur les critères, les caractéristiques de l'hypersensibilité, bah, parfois ce qui se passe, c'est j'ai des parents qui se rendent compte, ou À un ce des moment-là. parents qui peut se rendre compte à ce moment-là, je sais que Véronique, pour en avoir parlé ensemble, c'est le cas Oui. aussi, se disent, oh purée, mais moi aussi, je dois certainement l'être, mais c'est pas du tout forcément évident, c'est du tout. Et vous pouvez aussi avoir toute une fratrie, des parents pas hypersensibles, les frères, les sœurs, pas plus que ça, mais vous l'êtes. Hein. Donc là-dessus, non, on peut pas être certain de ça. Merci. Merci Aurélie pour cette réponse. On a aussi une question avant qu'on passe à la suite sur l'hypersensibilité. Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'hyperactivité ou alors est-ce que c'est une question d'histoire personnelle? Puisqu'on a Lou qui nous demande si, enfin, qui dit qu'elle a été reconnue longtemps comme hypersensible, mais elle serait également hyperactive aussi. Donc elle voudrait savoir s'il y a un lien entre les deux ou non. Il y a, de mon fait, Véronique répondra, mais pas forcément de lien, parce qu'en fait, on peut être vraiment ou l'un ou l'autre, ou les deux. Oui, exactement, c'est ça en fait, c'est que par rapport aux données de base dont on parlait tout à l'heure, il peut y avoir, en général quand on est hypersensible, on a une belle énergie, donc du coup on a un potentiel énergétique qui est assez fort, ce qui peut potentiellement aussi être une donnée de l'hyperactivité, mais en tout cas, tous les hypersensibles ne sont pas hyperactifs. Ouais. Voilà, j'espère que Lou, ça complète bien la question. Et on a juste, j'en profite aussi, une autre question. Il existe le profil de Dunn. Lune. Oui, ah oui, oui, oui. Donc, je sais pas si Véronique, tu le connais. Non. Donc, ça fait aussi partie des profils. Encore une fois, je ne peux que vous encourager d'en faire, vraiment d'en faire plusieurs. Vous avez aussi hein, l'observatoire de l'hypersensibilité, vous avez des tests qui ont été développés. De toute façon, c'est toujours développé par rapport aux thérapeutes, par rapport à leur propre expérience. C'est vraiment intéressant d'en faire plusieurs. Pourquoi? Parce que puisqu'on est on est autour de l'émotionnel. C'est la raison pour laquelle, de toute façon, un potentiel émotionnel ne peut pas se mesurer, en fait. Donc, on va pas du tout être sur des types de tests comme, par exemple, les hauts potentiels intellectuels, où ça peut être mesurable. Là, ça peut pas être mesurable. Ce sont des caractéristiques. Donc, de toute façon, au niveau des tests, il n'y a pas, entre guillemets, de mauvais tests parce que vous verrez les questions qu'on va vous poser. Ce sont des questions, en fait, vraiment de la vie quotidienne, de ressenti, de comment vous agissez dans telle ou telle situation.
Et ce qui fait que moi, personnellement, au niveau du cabinet, en fait, je me suis inspirée d'une dizaine de tests sur l'hypersensibilité pour faire mon propre test, en fait. Très bien. Et ben voilà, vous avez plus qu'à tester, les tests disponibles ou en tout cas vous référer, à Aurélie et Véronique si vous avez besoin d'informations un peu supplémentaires. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue quand même à avancer un petit peu parce qu'il y a pas mal de réponses peut-être à vos questions qui vont pouvoir, arriver là par la suite. Donc on continue. Si vous avez encore des questions, continuez à les poser, on répondra au fur et à mesure et à la fin du webinaire. Alors, on continue, c'est parti. Eh oui, les caractéristiques communes. Je ne sais pas, Véronique, si tu veux aborder, toi, un niveau ou... Bah écoute, tu peux attaquer et puis on se relaie si tu veux. Ok, ça marche. Donc là, on vous a mis avec Véronique au niveau, en fait, à plusieurs niveaux, justement. Ces caractéristiques, elles vont se jouer physiquement, elles vont se jouer énergétiquement, elles vont se jouer aussi émotionnellement. Et on va voir un petit peu plus loin d'un point de vue aussi mental. Donc déjà, au niveau physique, et ça c'est intéressant pour les adultes, mais surtout pour les enfants, parce que même pour les bébés, parce que ceux-là, les petits bouchons, eux, ils parlent pas, ils savent pas encore ce que c'est que les émotions, et pour autant, étant donné qu'on est hypersensible dès la naissance, ça peut être intéressant. Donc, sachez que, d'ordre général, pour les hypersensibles, une étiquette, la moindre étiquette, une matière un peu particulière, ça peut être peut-être la laine ou du mohair ou vous savez, des petits bijoux en or ou en argent ou une cuillère, justement, en argent. Bref, ce sont des matières qui les gênent, physiquement qui les gênent. Il y a une gêne. Et ça fait partie des caractéristiques de l'hypersensibilité. Alors évidemment, il faut les additionner avec toutes les autres, hein. On peut pas non plus que s'attarder sur une, mais ça fait partie des premiers signes. Au niveau des bébés, c'est la même chose. Un bébé, en fait, sans forcément, faut bien l'observer, mais il peut être incommodé par une petite étiquette d'un body, hein, sur le côté. Il peut être incommodé par une couche tout de suite sale, alors que vous avez d'autres enfants, d'autres bébés, bon, pour lesquels ça va pas être dramatique si on attend un petit peu avant de le changer, ou s'il y a une étiquette, ou un type de crème aussi. Donc voilà, ce sont les produits, ce sont les matières qui sont au contact de la peau qui nous mettent aussi sur la voie. Ça fait partie des caractéristiques. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est plutôt dans un cadre plus tard, au niveau des études, au niveau du travail, quand l'hypersensible est dans un cadre plutôt de compétition, ou en tout cas on attend de lui un résultat. Si toutefois son univers professionnel ou scolaire voilà, est que tourné vers la compétition et le résultat, ça peut être enfermant, ça peut être un peu angoissant. Ça aussi, ça fait partie vraiment de caractéristiques en fait, purement de l'hypersensibilité. Voilà. Et après, donc, on a aussi des caractéristiques au niveau donc émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, souvent, c'est par là d'ailleurs, on oublie un peu, justement, c'est bien d'avoir commencé par le côté physique, parce que c'est vrai que souvent, on parle tout de suite des émotions, mais il y a vraiment aussi ce côté physique à noter sur la sensibilité. Donc au niveau émotionnel, c'est vraiment, bah voilà, on est débordant d'émotions, donc ça va être les pleurs qui arrivent, mais vraiment très très facilement, et ça va être effectivement dans n'importe quel contexte. Donc que ce soit voilà, des pleurs de colère, des pleurs de vraiment de tristesse, et c'est vrai que ça, on le voit aussi très tôt chez les enfants. C'est vraiment, alors c'est vrai qu'on dit que souvent les enfants ont des émotions voilà faciles, mais là chez un enfant hypersensible, c'est vraiment un débordement. Et souvent, ce débordement, d'ailleurs, envahit les parents qui ne savent pas quoi faire de ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive comme un tsunami. Et ça arrive vraiment très facilement. Voilà, après, on a un gros souci en tant qu'hypersensible avec tout ce qui est frustration, impatience. On a vraiment ce côté, voilà, l'énergie qui est pressurisée. Donc, on va avoir ce côté un peu colérique, cette espèce de pression, comme l'image
d'un bouchon de champagne là, qui est prêt à éclater au moindre à-coup. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un paradoxe entre justement ce côté où on va pouvoir avoir l'impression que l'hypersensible est bah, du coup trop sensible, bon, donc un peu comme une faiblesse. Et ça, c'est aussi cette appellation qui donne un peu ce côté-là de ah, bon, on est trop sensible, donc on est fragile, vraiment ce côté fragilité. Et en fait, c'est vrai que c'est des gens qui vont vraiment beaucoup être dans l'émotion facilement, mais par contre, à contrario, ils vont être vraiment très robustes par rapport à des situations très difficiles. En fait, ils vont se montrer justement très costauds, vraiment comme des rocs par rapport à ces situations très difficiles. Complètement. Donc, donc pour continuer de vous donner des exemples aussi donc, de caractéristiques communes aux hypersensibles, il y a aussi bien sûr le niveau sensoriel, intuitif et donc mental, intellectuel. Donc au niveau sensoriel, c'est vrai qu'ils ressentent vraiment les choses d'une manière beaucoup plus subtile, fine, je dirais que la majorité des gens. Et ils vont être capables en effet de voir le beau dans une situation, dans quelque chose, dans une personne. Ils vont tout de suite voir le beau, tout de suite être attirés plutôt par le positif. Ça, c'est vraiment une caractéristique absolument marquante. Et ce sont aussi, du coup, ça en fait aussi des personnes qui vont souvent donner une seconde chance, voire plus, parce qu'ils voient le bon côté des choses. Ils sont, voilà, ils ont des antennes en fait. Hein. Alors, des fois, on ne sait pas tout de suite, ou on ne sait pas trop les écouter ou les utiliser, mais il y a vraiment quelque chose de très subtil. Ils sont aussi capables de voir eux, les détails, mais dans tout, c'est-à-dire de voir les détails dans la globalité. Et c'est ça justement qui rend ces êtres hypersensibles très très subtils. Et c'est directement en lien, bien sûr, avec le lien intuitif. C'est que à la fois, ils ont vraiment un potentiel intuitif vraiment très fort, donc intéressant évidemment à développer parce que ça ne peut que aider. Et ils vont souvent chercher du sens dans à peu près tout, dans ce qu'ils font en tout cas. Il faut qu'il y ait une quête de sens quelque part. Ou alors il va y avoir une réflexion de sens. Et ça, on le remarque chez les tout petits. Hein. Dès qu'ils commencent à bien bien s'exprimer, en général, ou si vous avez plusieurs enfants autour de vous, en général, l'hypersensible ressort très facilement par rapport à ça, justement, à cette question de sens. Exactement. Donc il y a aussi ce côté, oui, d'être mis dans une case, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est compliqué par rapport au fait d'accepter de rentrer dans la case des hypersensibles, c'est que souvent les hypersensibles n'ont pas envie d'être catégorisés. Et donc du coup, ils vont avoir envie voilà, de sortir de ça, sachant qu'en plus, on est sur quelque chose, comme on dit tout à l'heure, qui n'est pas calculable. Et donc, du coup, bah, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais c'est vrai que pour pouvoir justement avoir les bonnes clés et pouvoir vraiment s'épanouir avec ces données d'hypersensibilité, c'est bien d'y aller, mais c'est vrai que c'est compliqué ils vont pas supporter, comme ils n'aiment pas l'injustice, le fait qu'on leur dise, voilà, toi, tu es comme ça c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué pour l'hypersensible qui va toujours essayer de sortir un peu de ça. Je te laisse peut-être rebondir sur le côté mental Oui, intellectuel. exactement. Oui, merci Véronique. En effet, la caractéristique aussi commune qu'on peut retrouver, c'est que ce sont des personnes qui réfléchissent quasiment constamment. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des études menées très intéressantes sur le cerveau, comme quoi ils ont de toute façon plus de connexions neuronales. Donc, ça s'explique déjà par là. Et on retrouve aussi le fait que ce sont des gens extrêmement consciencieux, perfectionnistes et exigeants, et surtout exigeants avec eux-mêmes. Avec les autres aussi, mais en premier avec eux-mêmes. Donc, adultes comme enfants, pour vous donner des exemples très concrets, c'est par exemple, vous avez
votre enfant qui se lance dans une ligne d'écriture ou dans un dessin et il a même pas raté, mais en tout cas, la lettre qu'il a écrite ne lui convient pas suffisamment. Il est capable d'arracher la feuille. Parce que ça va pas du tout, quoi. C'est vraiment à ce point-là, et ça c'est très caractéristique. Ou des adultes souvent qui vont avoir tendance à prendre des notes et puis recopier leurs notes autrement, mais ils vont pas forcément avoir cette facilité de prendre des notes tout de suite. Par exemple, écrire un compte-rendu de réunion, là, tout de suite, il n'y aura plus qu'à le relire, évidemment, parce qu'on fait toujours des fautes, voilà, des erreurs, il y a toujours besoin de relecture. La preuve aussi, nous, avec nos petites coquilles et pardon, dans notre support, vous voyez qu'on ne voit que maintenant. Non, l'hypersensible, lui, c'est bien plus que ça, parce qu'en fait, il va prendre des notes et ensuite refaire autrement pour que ce soit impeccable, en fait. Donc ça, voilà, ce sont vraiment des caractéristiques importantes et qui en effet vont faire le lien, je crois, avec notre slide suivante sur justement le comportement en fait de notre cerveau et ce que ça peut engendrer. Mais en attendant, c'est super important, c'est d'un point de vue énergétique aussi que ces caractéristiques sont là. Donc, Véronique Voilà, va donc vous en dire. on retrouve effectivement des caractéristiques communes chez ces personnes qu'on peut retrouver, c'est des caractéristiques qu'on peut retrouver évidemment chez d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles, mais c'est vraiment les grosses caractéristiques qui sont vraiment très appuyées chez quelqu'un d'hypersensible. Donc on a notamment le déséquilibre entre l'énergie du foie et l'énergie de la rate. Donc l'énergie du foie, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'énergétique, c'est vraiment l'énergie qui va avoir pour rôle principal de veiller à la libre circulation des énergies, du sang, des émotions. Et du coup, c'est une énergie qui va avoir tendance à se bloquer chez les hypersensibles. Pourquoi? Parce que comme on reçoit les choses très fortement, du coup, hop, on reçoit tout d'un coup et clac, ça va avoir tendance à se bloquer. C'est une énergie qui est assez forte, qui va avoir tendance à pressuriser, qui fait ce fameux effet de bouchon de champagne qui est prêt à exploser. Et du coup, cette énergie du foie qui va avoir tendance à être perçue comme trop forte on va dire, comme si elle allait attaquer l'énergie de la rate. Et du coup, tout ça, ça va créer des symptômes, des signes qu'on va retrouver pour avoir ce petit diagnostic énergétique. Donc, on a notamment des symptômes. Donc, comme c'est une énergie qui monte au niveau de la tête, donc ça peut être tout ce qui va être problématique de migraine, notamment au niveau du front, au niveau des tempes. Ça peut être des migraines, enfin des maux de tête qui vont vraiment avoir ce côté pulsatile, qui vont taper beaucoup. On peut aussi avoir des problèmes d'acouphènes, des problèmes de tête lourde, des choses comme ça. On va avoir ce côté donc d'irritabilité. Donc, soit une irritabilité rentrée, c'est-à-dire que vraiment, ouf, ça nous agace, mais on va tout garder, on va pas montrer aux autres. Ou alors, on va avoir ce côté justement colérique. On va vraiment avoir des colères d'un seul coup explosives. On a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose et ça part tout de suite. Et ce côté vraiment qui est lié à la frustration, on a vraiment du mal à gérer la frustration. Après, c'est des personnes qui, donc, comme l'énergie de la rate va avoir tendance à être en faiblesse, vont vraiment beaucoup cogiter. C'est vraiment ce côté rumination. On est tout le temps, on n'arrive pas à se laisser tranquille, quoi. On est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la réflexion. C'est pas forcément sur des choses négatives, hein, mais c'est que tout le temps, voilà, on pense, on anticipe, qu'est-ce qui s'est passé, ce que j'aurais pu faire, et là, ce que je vais pouvoir faire. Voilà, on programme, on cogite tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va avoir également des problèmes digestifs, donc ça peut être de différents ordres. Ça va être notamment des ballonnements, ça peut être aussi des douleurs de type spasme, ça peut être des alternances de diarrhée, de constipation, tous ces signes-là digestifs qui peuvent être très forts. Et puis on a aussi souvent une spiritualité très développée. Ça, c'est lié justement à cette énergie du foie qui est plutôt très belle et qui a donc ce côté spirituel de l'énergie du foie avec l'énergie qui s'appelle le Rune. Et ça, c'est vraiment un côté. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans une religion ou quoi, mais vraiment ce côté très spirituel, très ouvert. Et ça, c'est aussi lié à ce côté des petites antennes là qui vont être très ouvertes et qui souvent se développent avec le temps.
Et puis on a aussi une énergie qui s'appelle l'énergie de surface, le Wei Qi, qui va être très aiguisée. Donc ça c'est pareil, c'est le côté on capte très intensément tout ce qui se passe à l'extérieur et on va avoir la même chose à l'intérieur. Donc on va être capable de vraiment saisir. Alors des fois on coupe ça parce que c'est trop fort quand on est hypersensible. Des fois on a tendance à soit couper trop, donc après on réapprend. Mais c'est souvent des personnes qui viennent me voir et qui sont capables d'avoir une très très grande précision, de décrire une douleur, une sensation, un passage. Enfin, voilà, on a vraiment des sensations internes qui sont très 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 aiguisées. Je vois aussi dans les commentaires qu'il y a des personnes qui se reconnaissent, ou en tout cas qui comprennent un petit peu mieux ce que c'est que l'hypersensibilité. Donc ça, c'est plutôt bien parce que c'est l'objet de ce webinaire. Et aussi des parents qui disent qu'ils reconnaissent leurs enfants, ou voilà, des caractéristiques. Donc c'est super. En plus, on va en parler des enfants un petit peu après. Donc surtout, restez connectés. On continue. Super. Donc, Euh, comme on a commencé à vous le dire tout à l'heure, en effet, le système en fait neurosensoriel des hypersensibles est très pointu, très fin. Donc, ils ont davantage en effet de connexion neuronale et du coup, leur cerveau capte en fait et traite plus d'informations. Donc, ça rejoint totalement ce que disait Véronique d'un point de vue énergétique, mais en fait, ça se passe aussi du coup au niveau du cerveau, quelque part de cette hyperactivité, mais qu'il va falloir apprendre petit à petit à équilibrer, à canaliser en fait, pour tout simplement que ce soit à la fois plus fluide et que ça fasse moins l'effet bouchon de champagne, ce qui est une image très juste, je trouve, qu'a utilisé Véronique là-dessus, parce que en effet, traiter énormément d'informations, plus d'informations, ça peut parfois aussi donner une caractéristique où on a l'impression d'être assez vite déconcentré sur quelque chose où on est capable de, en effet, on est sur un sujet, commencer quelque chose et puis pas forcément venir à bout de la tâche si facilement parce qu'entre-temps, on a tellement eu déjà d'informations, on a tellement fait en fait de connexions d'une idée à l'autre, etc., que ça peut nous amener à parfois des difficultés en effet de concentration. Donc ça fait partie aussi des caractéristiques mais qui, je dirais, se transforme, hein. Il y a des solutions pour ça. Exactement. Donc, pour reprendre sur les énergies, mais du coup, ça rejoint tout à l'heure ce que je disais. Donc, les énergies vont avoir tendance à se bloquer parce qu'on les reçoit de façon très, très forte. Et du coup, ça va aller perturber le cycle des 5 éléments, pouvant, du coup, créer des désagréments, des symptômes, des choses très, très désagréables qu'il va falloir, donc, du coup, réharmoniser pour lever tous ces désagréments. Et puis, on a aussi cette notion où, en énergétique, tout ce qui est émotionnel, on dit que les émotions sont véhiculées par le sang. Et du coup, comme on a beaucoup d'émotions qui vont passer, qui vont être véhiculées, ça, alors c'est moins vrai pour les enfants, ça va être plutôt à force de ne pas veiller à cette libre circulation et avoir trop de blocage, c'est une problématique où on va pouvoir léser l'énergie yin, qui est la matière, qui fait référence justement à la qualité nutritive de la matière sanguine, à la qualité des liquides organiques. Et donc, du coup, ça, si c'est en chute, ça va entraîner de la fatigue, ça peut entraîner euh, pas mal de désagréments également. Donc, il faut vraiment veiller à garder une belle qualité du sang en énergétique pour justement que les émotions puissent voyager normalement, parce qu'on reçoit des émotions, c'est complètement normal, mais il faut que, voilà, que ça nous traverse et pas que ça reste bloqué à l'intérieur. Tout à fait. On a une question de Claire qui dit qu'elle est à la fois hypersensible et électro-hypersensible. Elle demande si le premier favorise-t-il le second. Et elle demande également s'il y a des études à ce sujet, sachant que le nombre de personnes EHS est sans cesse croissant en raison des technologies sans fil. Par rapport, pardon, aux énergies, aux technologies sans fil, Oui.
Est-ce que la personne parle en fait des ondes électromagnétiques générées par quoi? Par l'ordinateur, par les téléphones, je voudrais être sûre de comprendre les technologies sans fil, si c'est ça. Par les ondes électromagnétiques. Oui, d'accord, c'est ça. Ok, ok. Euh, alors moi en France, j'ai pas du tout eu connaissance de ce type d'études. En revanche, je trouve qu'au niveau du Canada, il y en a beaucoup plus. Un de mes professeurs, le professeur Peter Oduba, qui est un neurochirurgien installé à Vancouver, lui mène pas mal d'études entre l'université de Vancouver, l'université d'Harvard, sur des sujets, bon, bah, lui dans sa partie, mais il est aussi praticien en énergétique chinoise. Et je sais qu'il a plusieurs études de cas en cours. Et c'est vrai qu'au Canada, ils font, pas qu'ils s'intéressent plus, hein, il y a aussi plus tout simplement d'aspects aussi financiers pour mener ces études. En France, je n'en ai pas la connaissance, donc moi je ne pourrais absolument pas répondre là à la question si le premier favorise plus le second ou pas. Là-dessus, je préfère que ce soit clair, puisqu'en effet, je n'ai pas moi de suffisamment en tout cas, d'outils de mesure par rapport à ça. Merci Aurélie. On a une autre question de Béatrice qui demande s'il y a un régime alimentaire qui pourrait améliorer la circulation de l'énergie, de cette énergie, afin de rééquilibrer les différents organes. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui sont... alors oui, il y a un régime. à- Après, c'est toujours personnalisé, c'est-à-dire il y a des choses qui vont être conseillées globalement pour faire circuler tout court. Notamment, il va y avoir tout ce qui est persil, ail, oignon, du gingembre frais, des choses comme ça. C'est des choses qui font circuler de toute façon. Donc, c'est bon pour le côté digestif, le côté énergétique, etc. Après, pour parler vraiment de régime précis, il n'y a pas un régime bien pour tout le monde. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir quelque chose de personnalisé et de pouvoir faire un bilan énergétique avant et de pouvoir vraiment conseiller pour cette personne-là les bons aliments à manger pour rétablir les énergies. Tout à fait. Donc, si Béatrice ou d'autres aussi souhaitent avoir des informations plus précises selon leur profil, n'hésitez pas du coup à vous rapprocher de nos deux praticiennes pour qu'elles vous accompagnent et qu'elles vous aident. Ce sera peut-être un peu plus simple, je pense. Euh, Et Capucine, pardon, pour répondre à la personne qui posait aussi les questions par rapport à justement tous donc les perturbateurs, je dirais, électromagnétiques. En revanche, il y a des études russes parce que, alors, ils ne font pas le lien avec entre l'hypersensibilité et ça. En revanche, parce que moi-même j'utilise leurs outils, les Russes ont développé des états correcteurs fonctionnels pour que quelque part ça fasse barrière à tout ce à tout ce qui est électro justement magnétique. Donc ça, en revanche, il y a déjà sur le marché, mais depuis vraiment des années, un certain nombre d'outils thérapeutiques qui sont revendus en France et qui agissent en tout cas pour protéger. Et s'ils ont pu déposer ces brevets et faire cela, c'est parce qu'ils ont mené des études scientifiques solides, puisque ce sont des astrophysiciens qui ont créé ça, comme quoi l'électromagnétique avait un effet néfaste sur notre corps, en fait, hein, sur l'humain. Ensuite, c'est vrai qu'on peut il y a des gens, on pourrait en effet le mettre en parallèle, parce que moi, je vois, en étant hypersensible, c'est vrai que je suis assez sensible aux ondes électromagnétiques. Mais en revanche, encore une fois, vous dire que c'est absolument le cas de tous les hypersensibles, non, je pourrais pas me prononcer là-dessus.
Il y a Claire aussi donc la personne qui a posé la question, qui disait que on pouvait s'intéresser notamment aux États-Unis pour voir les écrits et alertes d'Arthur Firstenberg, pardon. Donc voilà, c'est aussi une information supplémentaire. Et on a Ouda qui dit les Russes ont des études intéressantes basées sur la physique quantique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, notamment les correcteurs d'état fonctionnel, c'est vraiment s'appuie sur la physique quantique. Euh, Moi, de mon côté, travaillant du coup beaucoup avec le Canada et donc des physiciens en physique quantique, des neurochirurgiens, médecins en médecine traditionnelle chinoise et médecins de médecine conventionnelle, ils ont aussi mené 500 cas aujourd'hui publiés et tous puisent en effet et s'appuient sur la physique quantique pour démontrer en fait le lien entre le cerveau, les émotions, le corps physique. Et ça, oui, il y a quand même déjà un certain nombre d'études qui existent, qui sont très intéressantes à aller regarder, à aller chercher. Mais ce sont des études, en tout cas celles que je connais, qui sont étrangères. Je n'ai pas connaissance d'études françaises à ce jour. Super, merci beaucoup. On a Odile, on va juste prendre cette question et après on continue parce que j'ai peur qu'on manque de temps. Donc Odile qui nous dit que les gens qui nous côtoient se rendent-ils compte que nous sommes hypersensibles? Alors ça, c'est un point qu'on va aborder un petit peu plus tard, justement. Comment est-ce que notre entourage peut nous accompagner? Donc Odile, promis, on vous répond par la suite. Vous spoilez un petit peu Non, c'est ça. la suite et promis, on vous répond. Alors, on continue. Donc oui, comment on gère son hypersensibilité? Parce que c'est ça qui est important, il me semble. C'est évidemment intéressant d'avoir tout cet apport scientifique, évidemment, parce que ça, c'est mesuré, enfin, dans la mesure du possible où ils peuvent le mesurer. Mais va être hyper important pour bien vivre au quotidien pour un hypersensible, ça va justement être de poser un petit peu le raisonné, le raisonnable et ce qui est calculé au profit justement de son sens inné. En fait, cette hypersensibilité d'ordre, encore une fois, physique comme émotionnel. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne mesure pas, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Ça ne se mesure pas, mais en revanche, en termes qualitatifs, ça va être important de la personne, pour la personne, de plonger avec justement tous ses sens, ce qu'elle ressent, comment elle perçoit, parce que c'est comme ça qu'elle va aussi beaucoup mieux se découvrir et beaucoup mieux s'apprendre, parce qu'encore une fois, ce sont des caractéristiques communes qu'on vous a données avec Véronique tout à l'heure, mais on est tous absolument uniques et donc chaque hypersensible aussi vit son hypersensibilité de manière différente. Ces sens peuvent être parfois différents d'un être à l'autre. Donc déjà pour apprendre au quotidien justement à les connaître, à les exprimer, mais ça va être surtout, ça va passer vraiment par l'accueil du ressenti, de tout ce que vous ressentez. C'est donc d'accepter déjà cette hypersensibilité, ou si c'est pas de l'hypersensibilité, on peut quand même être assez sensible, mais en tout cas accepter quelque part ces sens, ces ressentis, ce que vous ressentez, comme quoi ce n'est pas qu'une... des fois j'ai des clients qui me disent ça, qui disent mais je fabule, c'est pas possible. Non, non, il faut accueillir ce que vous ressentez d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, c'est de l'accepter, de reconnaître qu'en tout cas vous, votre système, il fonctionne comme ça. De manière à l'assumer totalement, pleinement, ce qui va faire qu'au regard des autres, déjà la perspective elle change complètement, parce que quand on est en face de quelqu'un qui assume ce qu'il ressent et ce qu'il vit, la personne en face, quelque part, est moins, comment dirais-je, tout de suite va trouver ça quand même moins bizarre parce que l'hypersensible ou la personne sensible en face de lui est capable d'accepter tout ce qui se passe en lui. Donc ensuite, une fois qu'il y a la phase d'acceptation, c'est évidemment de s'autoriser à exprimer ses émotions. Et toutes ces émotions, pas que les super positives. C'est du coup
encore une fois, au-delà d'être à l'écoute de ses ressentis, c'est aussi d'apprendre, et ça c'est vraiment une clé de succès, d'apprendre à fixer ses limites. Fixer ses limites, ça veut dire quoi? Je vous donne quelques exemples. Ça peut être dans le cadre de vos relations. Ce qu'on note aussi dans l'hypersensible, c'est qu'il donne beaucoup plus facilement que recevoir, parce qu'en général, il ne sait pas trop recevoir. Ce qui fait que, en général, l'hypersensible va avoir du mal à fixer des limites et va avoir tendance à beaucoup faire ou beaucoup donner. Et là, il peut aller jusqu'à l'épuisement, en fait, parce qu'il va pas se respecter. Donc, c'est aussi un apprentissage pour se fixer ses propres limites. Et ça permet aussi d'accueillir beaucoup mieux son hypersensibilité, les dons que ça procure, tout en restant aussi maître de soi et respectueux vis-à-vis de soi. Essayez le plus possible en termes de techniques. Donc ça, il y a les techniques que Véronique et moi utilisons, mais que l'on peut aussi apprendre pour rendre la personne autonome. Et ça va être la clé de lâcher prise pour vraiment apaiser le mental. Être beaucoup plus dans le ressenti, dans l'accueil des émotions et lâcher un peu le côté mental. Ce qui est important aussi, c'est s'ouvrir aux autres hypersensibles, parce que évidemment, les autres hypersensibles vous comprennent beaucoup mieux. Donc, c'est aussi plus facile de nouer des relations, de se sentir accueilli, reconnu, compris. Et c'est vrai que s'ouvrir à d'autres hypersensibles peut être aussi une clé, entre guillemets, de succès ou de joie, en tout cas au quotidien. Et puis, de construire son identité, c'est-à-dire de vraiment bien se connaître, apprendre encore à mieux se connaître pour encore mieux fixer ses limites, mais encore une fois, accepter petit à petit ce flot d'émotions. Ça peut arriver, hein, des gens peuvent être submergés de larmes parce qu'ils ressentent quelque chose de très fort dans un endroit. Et évidemment, parfois, ça peut être extrêmement gênant, on peut avoir peur d'être jugé. Et ça, c'est un apprentissage, c'est d'arriver à accepter et surtout assumer en fait son hypersensibilité et tout ce qu'elle peut générer en nous. Quand on l'accepte et quand on l'assume, pour les autres qui vivent avec nous ou travaillent avec nous, qui ne sont pas hypersensibles, ça leur permet aussi d'accepter beaucoup mieux nos réactions. Donc ça, il me semble que c'est important. Ben oui, c'est d'autant plus important parce que la plupart du temps, comme on n'est quand même pas dans un monde où l'émotionnel ou l'intuitif est quand même très développé et où on est à l'écoute de ça, souvent, alors maintenant ça tend quand même à changer un peu parce qu'on est un peu plus à l'écoute justement des enfants, donc c'est des enfants qu'on laisse en général un peu plus s'exprimer. Mais souvent, quand on arrive et qu'on débarque à l'âge adulte et qu'on découvre qu'on est hypersensible, ben en fait on s'est rendu compte qu'on a bloqué quand même un certain nombre de choses. Donc, en fait, il faut réapprendre tout ça, réapprendre à écouter ses ressentis, réapprendre à enlever tous les nœuds. Et puis d'un seul coup, moi, je suis des personnes qui disent, ah, mais d'un seul coup, j'ai l'impression que je ressens tout parce qu'en fait, ils avaient tellement tout bloqué que ils n'avaient pas, ils n'avaient plus accès à toutes ces sensations. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment rétablir et puis après conserver cette harmonie énergétique qui va faire que et dans le corps tout va se passer mieux et voilà vraiment atteindre cet esprit apaisé, ce côté vraiment voilà, le mental est posé, il n'y a plus ce côté vraiment difficile de tout le temps être dérangé par ce mental. Non, on arrive à se poser à un moment vraiment, faites-nous confiance, on y arrive. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille. Et puis, ben voilà, il y a des solutions qui se travaillent donc avec des thérapeutes, mais qui se travaillent aussi à la maison. Et c'est surtout ça aussi la clé, c'est de pouvoir donc apprendre à se connaître et apprendre à gérer, puisque comme disait Aurélie tout à l'heure, il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensible quasiment. Donc du coup, il va falloir apprendre à se connaître, apprendre à gérer avec les clés qu'on nous apporte. Notamment, ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque pour ce côté vraiment se poser, respirer, avoir ces petites clés. On sait, on s'écoute et on sait quand les utiliser. Et on n'attend pas la dernière minute, justement, le fait de souvent, c'est des gens qui disent, voilà, j'ai l'impression que je me fais complètement aspirer et qui se perdent justement à donner tout aux autres et à s'oublier parce que justement, souvent, on n'a pas envie d'aller écouter parce que c'est trop. Donc, on va plutôt se tourner vers les autres.
Donc il y a ce côté énergétique aussi, on va assouplir l'énergie du foie. Souvent, les hypersensibles, on a ce côté raide, on a ce côté un peu raideur dans le corps où justement on a besoin d'étirement, on a besoin de souplesse, on a besoin de mouvement. Donc le mouvement, la fluidité du mouvement, c'est quelque chose qui va nous faire vraiment du bien. Et puis bah, toujours tonifier cette énergie digestive. Pourquoi? Bah, parce que justement, ça va permettre d'aider à apaiser le mental, à retrouver un confort, à créer une belle énergie, parce qu'on n'oublie pas que l'alimentation, c'est le premier médicament, et donc ça veut dire que c'est vous qui êtes à même de vous aider d'abord en priorité, parce que du coup, c'est, si on se rappelle de l'énergie innée et l'énergie acquise, on la crée nous-mêmes avec ce qu'on va ingérer. Donc vraiment d'avoir en tête que tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps, c'est ça qui va créer notre qualité énergétique. Donc plus on va avoir une belle énergie et plus tout ça, ça va pouvoir bien circuler et nous aider. Donc voilà, ça c'est vraiment important à saisir. Et puis après, donc c'est d'accepter vraiment, bah, voilà, ces connexions particulières pour se sentir bien, parce qu'on arrive à se sentir bien et à se sentir bien aussi bah, avec ce qu'on ressent. Et du coup, comme disait Aurélie tout à l'heure, si on arrive à être en phase avec tout ça, et ben du coup, c'est plus facile pour expliquer aux autres, pour que les autres nous comprennent, parce que nous, en général, on les capte plutôt bien, les autres, mais dans l'autre sens. C'est ça. Merci beaucoup. Très intéressant et très riche. Je vois qu'il y a aussi pas mal de réactions dans les commentaires. Alors, on n'aura pas forcément le temps de tout traiter aujourd'hui Ouais. sur les réponses parce que là, je vois que le temps file. Donc, on va essayer d'être un peu plus rapide sur la fin et de répondre à quelques questions si ça vous va à toutes les deux. Comme ça, ce Très sera bien. bon. J'en profite Euh, juste, attendez, avant qu'on continue, pour dire que donc tout ça, ce sera en replay. Donc la partie vidéo, mais aussi le support. Donc voilà, vous aurez ça dans les prochains jours d'ici la fin de semaine. Donc vous pourrez tout reconsulter, tout relire, etc. Voilà, on va vous donner ça à disposition. Et puis surtout, si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous pourrez les poser aussi à nos praticiennes. On vous mettra bah, les contacts de chacune et vous pourrez bien sûr prendre rendez-vous si vous avez besoin d'aller plus loin. Mais en tout cas, voilà, vous aurez toutes les informations. Et si jamais on ne vous répond pas, toutes nos excuses, mais on n'a pas forcément le temps de répondre à tout le monde et on sait que le sujet est très intéressant et mérite plus de temps. Mais voilà, on peut continuer. C'est Oui, parti. très bien. Alors, du coup, vous avez mis deux petits exemples de points qui peuvent être très importants pour vous aider justement dans la gestion au quotidien. Donc, vous avez les petites photos. Le premier point qui est le 17 Renmai, qui est un point qui va permettre de réguler justement souvent quand les émotions sont bloquées. On a ce côté oppression thoracique, donc vraiment, on sent que ça bloque ici, qu'on a besoin de récupérer de l'espace au niveau respiratoire. Donc, vous voyez, c'est le premier point qui est marqué en rouge, là, vraiment au milieu. Donc, ça, c'est un point que vous allez pouvoir travailler euh, en pression circulaire, où on peut même venir le frotter comme ça avec les phalanges, en respirant bien profondément. Et ça va permettre de débloquer, en fait, ici, le diaphragme d'énergie, d'ouvrir l'énergie et de récupérer une capacité respiratoire bien plus agréable. Et on a également le point, le 6 mètres cœur. Donc il y a un point qui se situe à l'intérieur du poignet. On peut repérer assez facilement en fait avec la première ligne, ici vraiment la base du poignet. On va placer trois doigts ici. Alors est-ce qu'on va bien voir? Attendez, je vais mettre dans ce sens-là. Hop, tac. On va placer trois doigts ici et sous ces trois doigts au milieu, en fait, entre les tendons, on a vraiment ce point qu'on va pouvoir venir masser. Donc ça, vous pouvez l'utiliser. Alors c'est pas mal parce qu'il est un peu plus discret celui-là que celui-là. Celui-là, bon, on fait plutôt chez soi ou dans son bureau quand on a un bureau tout seul. Par contre, celui-là, même si on est en open space ou dans le bus, on peut s'en servir. Pareil, donc on va venir appuyer. Alors, on se fait pas mal, mais on n'est pas non plus trop superficiel pour que ça puisse vraiment travailler en pression fixe ou en pression circulaire. On respire bien à chaque fois et donc celui-ci, il est assez général. Il va travailler également sur le côté diaphragmatique, mais il va permettre de régulariser l'énergie, de calmer l'esprit et il a un côté aussi
il va travailler sur ce qu'on appelle le réchauffeur moyen, donc vraiment sur l'énergie digestive. Donc ça va permettre vraiment d'apaiser, de faire circuler, de calmer les troubles. Donc c'est vraiment un point. S'il fallait en retenir qu'un des deux, ce serait plutôt celui-là, même si le premier peut être très intéressant. Mais au moins ça vous permet, donc vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé de travailler les deux en même temps, vous pouvez faire un puis l'autre, vous pouvez le faire autant de fois dans la journée que vous voulez. Et c'est vraiment un point qui va permettre de, voilà, faire un petit pause, temps mort. On refait circuler tout, on apaise tout. Vous faites ça voilà, pendant 2 minutes et vous reprenez vos activités. Vous allez voir que vraiment ça va vous aider. Génial. Il y a aussi une remarque sur on peut combiner ce massage avec des huiles essentielles. Ça fait vraiment du bien. Effectivement, on peut tout à fait combiner avec des huiles essentielles qui vont être apaisantes, qui vont permettre d'ouvrir, de réguler. Donc ça peut être notamment la lavande, ça peut être aussi la menthe poivrée, qui sont en plus des huiles essentielles qui sont très utilisées. Mais effectivement, oui, oui, on peut le marier avec les huiles essentielles. C'est une très bonne idée. Mmh. En tout cas, moi, je vais tester, ça, c'est sûr. Tu m'as convaincue. Et ces points en plus sont super intéressants. Alors en revanche, sans huile essentielle pour les enfants, mais même pour les tout petits, de stimuler ces points-là avec eux, c'est ludique et ils savent ensuite très bien le faire parce que vont en plus capter tout de suite les bienfaits. Et vraiment, ça, c'est deux points en effet vraiment cruciaux et très intéressants à connaître parce que c'est tellement simple en fait pour le coup de se faire du bien. Ça, faut vraiment le garder en tête. Tout à fait. Il y a juste 2 petites questions rapides, par rapport au point. Est-ce que c'est sur les 2 bras et bras droit et gauche? Oui, c'est sur les deux bras, mais comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de faire bras gauche, bras droit quand vous le faites, mais le point existe des deux côtés. Donc vous pouvez stimuler le point des deux côtés sans aucun souci. Parfait. Très bien, on continue. Oups, attendez. Oui, en effet, comment se ressourcer? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent en cabinet. Alors, l'hypersensible, il va le mieux se ressourcer. Alors, évidemment, vraiment en stimulant, hein, les deux points que Véronique vient de vous montrer, ça c'est sûr. Mais il va ressourcer plus facilement aussi dans le calme, s'il le peut au contact de la nature. En tout cas, seul, en utilisant des techniques ou de méditation ou de relaxation profonde, de cohérence cardiaque, mais aussi dans l'activité, je vais dire plus physique, mais il va aussi pouvoir se ressourcer en faisant une activité physique, du sport ou une activité artistique, mais seul en fait. Attention, ça ne veut pas dire en revanche que ce sont que des solitaires, parce qu'encore une fois, comme on vous le disait avec Véronique, on peut être hypersensible, mais on peut aussi avoir des personnalités différentes. Si vous êtes une personnalité de quelqu'un super jovial, qui a besoin d'être en groupe, ça ne vous empêche pas d'être hypersensible, mais votre façon à vous de vous ressourcer, ce sera davantage seul. Et ensuite, vous avez aussi des personnes hypersensibles, en revanche, qui sont plus solitaires, parce que vraiment, on a chacun notre personnalité. C'est pour ça que c'est important, pour encore mieux connaître votre hypersensibilité, de déjà vous aussi vous connaître sur le bout des doigts. Ça sera plus facile à identifier ce que va toucher votre hypersensibilité. Mais c'est vrai que pour se ressourcer, l'idéal et le besoin qu'on a, c'est à un moment donné d'être capable d'être dans le calme, seul, pendant un instant. Et là, on peut repartir, je dirais, beaucoup plus vite. Comment on fait? Donc Comment voilà, fait-on avec un hypersensible quand on n'est pas hypersensible? Bah oui, il faut aussi penser aux autres, c'est très très important parce que question de Odile, je me permets, qui, effectivement ait posé cette question. Donc ça y est, on y répond. Voilà, c'est ça. C'est le moment. oui, parce que c'est intéressant, parce qu'après tout, enfin en tout cas nous l'espérons, que notre conférence peut aussi servir aux personnes qui ne sont pas hypersensibles, mais qui vivent au contact de quelqu'un d'hypersensible ou travaillent avec quelqu'un d'hypersensible, ou les personnes peut-être qui travaillent avec les enfants. Dans tout un groupe d'enfants, il y a forcément un ou deux enfants hypersensibles, donc ça c'est important.
C'est vrai que la première chose, c'est de ne pas juger en fait, parce que on est tous uniques, on est tous différents, et c'est pas mieux d'être hypersensible que de ne pas l'être. Voilà, c'est pas, on n'est pas mieux que quelqu'un d'autre, on n'est pas moins bien non plus que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est aussi important de rappeler en fait ce non-jugement et cet accueil, que chacun est différent et que n'a pas à juger de ça. Encore moins évidemment de leur reprocher, je dirais, si parce que il y a deux choses, pardon. Il y a des hypersensibles qui vont, en effet, comme on l'a dit, accepter, assumer et vivre ça. Et ça, d'aussi oser pleurer devant une assemblée quand personne ne pleure et que il y aurait aucune raison pour un non hypersensible de pleurer, c'est un sacré courage. Et forcément, on peut aussi se confronter parfois à des moqueries ou des gens qui vont nous juger. Ça, c'est une chose. Donc, évidemment, non, c'est de ne pas juger. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des hypersensibles qui, du coup, par peur d'être jugés, vont couper beaucoup de choses. Ils vont s'endurcir, se construire un peu comme une carapace. Donc, je dirais que si on est au contact d'un hypersensible, c'est à la fois quelque part de l'encourager, en fait, à vivre l'émotion qu'il a à vivre. Ou alors, si on sent qu'au contraire, il est beaucoup sur la retenue, peut-être de l'aider à s'exprimer, l'encourager en fait à s'exprimer. Et ce qui est bien, c'est que d'un côté comme de l'autre, ça nous aide à développer notre tolérance, notre compassion, notre empathie, en fait. Hein. Mais c'est vrai que une des premières choses, c'est même si ça peut surprendre quelqu'un qui n'est pas hypersensible, la réaction de certaines personnes hypersensibles, c'est juste déjà bon, d'accueillir, voilà, tout simplement, d'accueillir et de laisser quelque part la personne vivre ce qu'elle a à vivre en fait. Hein. Ça c'est important. Il faut pas oublier non plus que on peut se nourrir de ces personnes-là, parce que ce sont des personnes qui sont très souvent attachantes, qui sont prêtes à donner beaucoup. Donc, je dirais que c'est aussi intéressant. Il peut y avoir un bel échange entre un hypersensible et quelqu'un qui n'est pas hypersensible, euh, et d'être bien conscient que ce n'est pas une faiblesse, en aucun cas. Ça peut au contraire révéler une sacrée force. C'est ce qu'on remarque aussi en termes de caractéristiques, c'est la force intérieure très forte des hypersensibles. Donc, c'est surtout ne pas voir ça comme une faiblesse. C'est de rentrer en communication aussi avec l'autre et peut-être d'oser poser la question à l'hypersensible de tiens, qu'est-ce que ça te fait toi? Pourquoi tu agis comme ça? Est-ce que tu sais d'être davantage dans la compréhension, en fait, je dirais. Tout à fait. Et c'est hyper important. Je pense que les deux sont intéressants. On a une remarque de Bernadette aussi qui dit que hypersensible et empathe, c'est étroitement lié. Ah Exact. bah oui, complètement. Oui, oui. On a vraiment une très grande empathie quand on est, quand on est hypersensible. Donc oui, c'est là pour le coup, on est complètement dedans. Exactement. Alors, on est presque à la fin. Donc, voilà, on va juste aborder la question aussi du travail et des enfants. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On fera un tout petit temps dans quelques instants. Mhm. Oui, donc rapidement, on avait envie avec Véronique de pointer plutôt les qualités tout de suite. Donc, y compris chez l'adulte comme chez l'enfant. Donc moi, je vais parler rapidement de l'adulte et puis Véronique vous parlera de l'enfant. Mais en effet, il y a une capacité quand même d'exprimer assez facilement ses sentiments aux autres. En tout cas, une fois qu'on a passé l'acceptation et le non-jugement de l'autre, on est capable vraiment de dire des choses sincères. Hein. Il y a ce côté sincérité. Il y a aussi du coup une très belle, un très beau potentiel créatif. Alors peut-être qu'il est un petit peu sous-développé, mais ça c'est quand même intéressant à aller continuer de développer, à aller chercher. Il y a une loyauté aussi quand même hein, très importante, un très beau potentiel intuitif,
que nous ne pouvons que vous encourager à vraiment développer, à apprendre ce que c'est l'intuition, qu'est-ce que ça fait, comment la reconnaître. Et ça, c'est des clés très importantes aussi qu'on peut vous donner, vous apporter. Il est souvent, puisque d'ailleurs, merci à l'une des participantes qui disait hypersensibilité et empathie étroitement liées. Bah oui, et c'est vrai que ça en fait du coup des bons médiateurs ou des bons diplomates. Hein, quand ils arrivent à bien équilibrer, comme le disait Véronique, ses énergies, bien sûr, et surtout son énergie de la frustration, parce que sinon, en effet, bouchon de champagne, hein, ça peut être aussi, voilà, hein, le revers de la médaille. Ils ont le souci du détail, donc ça, alors peut-être que parfois au quotidien, ça peut être agaçant, mais enfin, dans certains boulots, ça peut être au contraire des super collaborateurs, parce qu'il y a le souci du détail. Et il y a une profonde compréhension des besoins de l'autre. Hein. Donc, ça en fait aussi des super alliés quand soi-même on a un peu de mal à décrypter l'autre. Un hypersensible, il comprend très très bien ça. Oui, et donc on va retrouver ces caractéristiques donc chez l'enfant. Donc il y a vraiment cette grande empathie qui va faire que voilà, c'est un enfant qui va essayer de comprendre et d'aider un maximum, que ce soit ses copains, mais qui va aussi euh, essayer d'être le plus gentil avec ses parents, de vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment voilà, l'enfant qui va être serviable, qui va être attentionné, pas que, hein, on est d'accord, mais ça fait partie des caractéristiques. C'est un enfant qui voilà, qui est vraiment très attentionné, très généreux, qui va avoir ce côté aussi de ressenti intuitif, très créatif. Souvent d'ailleurs, tu disais sous-développé chez l'adulte, et moi je pense que c'est aussi parce que si on écoute et si on laisse cette créativité vivre et s'exprimer chez l'enfant hypersensible, bah, ce sera d'autant plus développé à l'âge adulte. Et donc, ça va être intéressant de suivre justement ces enfants hypersensibles de maintenant qui sont plus écoutés, qui sont plus libres, de voir justement comment ça va pouvoir vraiment se développer, pousser au niveau artistique, parce ils vont suivre vraiment ce ressenti et ça va être très beau. C'est voilà, c'est des enfants qui vont pas vous louper par contre en étant maman d'un hypersensible, qui vont pas vous louper dans les détails parce que ce souci des détails ils l'ont aussi. Donc quand on dit quelque chose à un enfant hypersensible, on va faire ça, etc. Il va bien vous, ça va bien vous revenir en boomerang. Donc faites faites attention à ça parce que vraiment il y a ce côté voilà, comme il y a ce côté du détail, ce côté où vraiment on est beaucoup dans l'anticipation aussi. Donc ces enfants vont vraiment tout de suite quand on lui dit quelque chose ta 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 ta, ils vont réfléchir dessus et se faire tout un truc. Donc quand on dit à un enfant hypersensible on va faire ça, euh, voilà, soyez quand même plus ou moins sûr que ça va se faire, sinon après ça va être un peu compliqué sur le retour. Oui, c'est tout à fait juste. Et pour finir, on voulait aussi avec Véronique vous donner, on a identifié vraiment deux points assez importants qui pour le coup là sont pas des qualités, mais parce qu'il faut aussi parler un petit peu des défauts. Mais on l'a déjà quand même plus ou moins dit, mais c'est un bon rappel aussi pour encore mieux se comprendre et évoluer justement et vivre avec cette hypersensibilité dans le plus de joie et de positivité possible, c'est que l'hypersensible a vraiment tendance à être à se victimiser. Hein, ça c'est quand même un des points très importants. Un autre point aussi, c'est dans le cadre de la relation, il a tendance à se sacrifier. Il a tendance à quelque part ne pas savoir recevoir et donc du coup compenser en donnant beaucoup plus. Ce qui crée évidemment un fort déséquilibre après. Donc posez-vous la question, si ça vous parle, ces deux points-là, si vous revoyez dans des différentes relations, hein, ça peut être relation de couple, une relation amicale, une relation avec un collègue ou avec un supérieur, peu importe, c'est de voir prendre un peu de recul et de voir vraiment quelle est votre capacité à recevoir et à donner. Si vous êtes à l'équilibre là-dessus, parce que l'hypersensible peut vraiment avoir tendance à pas savoir recevoir, à beaucoup trop donner et donc à se sacrifier. Et puis le côté victime, et parce que c'est relié à l'émotion que décrivait Véronique, hein, l'émotion de la frustration, de l'impatience, du côté bouchon de champagne, attention, parce qu'il peut aussi facilement se victimiser.
On entend souvent en cabinet, oui, mais de toute façon, personne m'en comprend. Oui, mais de toute façon, moi, je suis hypersensible, etc., etc. Et ça, faut faire attention parce que, alors, ça plaît ou pas à notre ego, mais c'est de la victimisation. Et là-dessus, il faut impérativement sortir de là. Parce que ça, c'est vraiment très négatif. Et en plus de ça, ça va pas jouer en notre faveur par rapport justement aux personnes que nous côtoyons autour de nous qui ne sont pas hypersensibles. Donc voilà, non, non, on n'est absolument pas victime. On est des personnes absolument fortes. Il y a une force intérieure importante. Et encore une fois, ce n'est pas un défaut. C'est une jolie force qu'il faut en revanche apprendre à dompter et à utiliser. Voilà. On a une réaction de Céline qui dit que c'est elle et qu'elle a beaucoup de mal à recevoir l'acceptation toute récente. J'ai encore du mal à accueillir toutes mes émotions, mais j'y travaille. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Les fameux oui, mais. Euh, Ça, c'est Inès qui nous a écrit sur le sujet. Je m'amuse à dire pour relativiser que j'ai une drama queen d'amour dans ma tête. Et c'est exactement ça. C'est Ça. exactement ce terme drama queen. Oui, c'est vrai. Ben voilà. Super. Hop. En conclusion, Ah oui, donc après c'était bah, du coup de vous montrer un peu justement pourquoi c'était intéressant d'être accompagné quand on était hypersensible, bah, justement dans ce travail d'acceptation, parce que c'est pas toujours facile comme on l'expliquait tout à l'heure, on est souvent un peu coupé, on a souvent créé cette carapace, donc du coup il va déjà falloir se débarrasser un peu de tout ça et vraiment de voir tout ce qui va sortir et d'accepter tout ça d'embrasser vraiment la personne qu'on est. C'est pas si facile, c'est bien de le dire, mais de le vivre et de le, j'ai envie de dire, savourer, c'est autre chose. Et donc d'être accompagné, ça peut être très intéressant pour ça. Est-ce que je te laisse rebondir, Aurélie, sur la suite ou pas? Bah écoute, oui, oui, bien sûr. Donc, ce qui est important ensuite, c'est vraiment d'identifier avec précision les croyances limitantes qu'on peut avoir, parce qu'un hypersensible, il peut en avoir tout plein. En tout cas, il est capable de s'en construire tout plein. Alors, je vous dirais les non hypersensibles aussi, bien sûr, parce que voilà, le poids de notre éducation joue aussi beaucoup. Mais encore une fois, là, ça va être très important de justement d'arriver à transformer ces croyances limitantes en croyances ressources, en particulier purement par rapport, par exemple, à la croyance limitante, je pense la plus classique qu'on peut retrouver, de ah oui, mais je suis hypersensible et c'est un vrai handicap pour moi dans la vie. Et voilà. Donc là, c'est vraiment un travail qui va être super, super important, vraiment à exercer. Et ça, c'est possible. Voilà. Soyez surtout en confiance parce que oui, il y a des techniques quand même fabuleuses maintenant pour transformer des croyances limitantes. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Et euh, bah, parfois, on peut juste avoir besoin d'un petit coup de pouce ponctuel pour, alors, ou parce on a oublié nos bonnes habitudes et qu'on a besoin de se remettre un petit peu, voilà, parce que oui, ça va demander quand même un apprentissage et puis un entraînement en fait au quotidien, hein, d'utiliser toutes les techniques qui existent pour justement bien vivre avec son hypersensibilité. Donc, c'est ça aussi, être accompagné. C'est parfois quand on trouve que c'est un petit peu difficile tout seul, bah c'est d'avoir aussi ce point d'appui et de rebond. Mais surtout, en premier lieu, c'est d'apprendre, voilà, d'apprendre tout ce que vous pouvez faire pour mieux vivre avec votre hypersensibilité. Oui, et puis souvent quand on est hypersensible, on a justement, on en a parlé tout à l'heure, mais ce côté de on n'est pas compris, les autres nous comprennent pas, et du coup de se faire accompagner, c'est aussi d'avoir une écoute, une vraie écoute sans jugement, et de pouvoir se sentir dans un premier temps, voilà, compris ou comprise, bah ça c'est déjà je le vois avec les personnes que j'accompagne, c'est déjà énorme. Souvent, juste on me dit ah merci, vous m'avez écouté, je me sens comprise, etc. Déjà ça c'est un bon début de travail.
Et puis bah, après, vraiment, comme disait Aurélie, en fait, vous allez avoir une nouvelle routine. Ça veut dire que vous allez, bah, suivant ce que vous allez tester, vous allez pouvoir construire votre trousseau, vos clés à vous, qui vont vous permettre d'avoir vraiment une hygiène de vie qui va être adaptée à votre bien-être. Et justement, de changer, j'ai vu quelqu'un qui disait, je crois que c'est Céline qui dit, je donne beaucoup, mais j'ai l'impression d'être seule. Ben oui, parce que du coup, on se perd là-dedans. Et en fait, on se perd là-dedans, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que aussi, quelque part, inconsciemment, on n'a pas envie d'aller creuser ce qu'il y a à l'intérieur, donc on se perd, on se perd, on se perd avec les autres. Et en fait, non, il faut couper ça, il faut revenir à l'intérieur. Et il va y avoir des choses à déblayer qui vont pas forcément être plaisantes dans un premier temps, mais voilà, tout ce qui est bloqué, déjà, il va falloir que ça sorte. Et puis, eh ben, il va falloir d'abord, justement, avec sa solitude, se gérer soi-même. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rayonner autrement, qu'on va pouvoir transformer ce qu'on juge trop souvent être une faiblesse en force, parce que de la force, effectivement, on en a, et de pouvoir rayonner avec tout ça, de s'accepter et de voilà, d'être en confiance avec nous-mêmes. Mais pour ça, c'est vrai qu'il va falloir se retourner d'abord vers nous avant de se perdre avec les autres. Et d'ailleurs, on ne se perd plus avec les autres, après on fait attention. Exactement. Et c'est Les très limites. vrai ce que dit Véronique, parce que en fait, quand on a la sensation de trop donner, non, c'est pas qu'on donne trop, c'est ou quand on a la sensation, en effet, où des personnes me disent, mais alors moi je donne beaucoup, mais je reçois rien. Mais en fait, non. Non, non, c'est parce on ne s'autorise pas à recevoir. En fait, toujours en premier, c'est nous. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a un pouvoir sur nous-mêmes, mais pas sur les autres. Donc on sort, l'idée c'est vraiment de sortir de sa position de victime. Et en plus, hein, c'est deux hypersensibles là qui vous parlent, hein, donc avec Véronique, on est passé par là, donc on l'a dit ces phrases-là, on l'a vraiment dit, on l'a vraiment ressenti. Moi, je me revois encore il y a 10 ans en arrière dire à une de mes meilleures amies, quand même, avec tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai fait pour toi, non mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Donc non, on retourne vraiment à l'intérieur et il va falloir travailler l'amour-propre. Mais comme dit Véronique, avant, bah, on purifie le cœur. Hein. Il faut aller justement l'équilibrer, cet élément-là, ce cœur-là. Et on va booster notre amour-propre parce que souvent, il y a une faille sur les hypersensibles hein, là-dessus. Hein. Et quand déjà on s'aime davantage et qu'on apprend petit à petit à fixer ses limites, automatiquement, dans cette relation donner-recevoir, eh bien, elle va être plus équilibrée. Et donc, on aura moins cette sensation de frustration, comme quoi on donne trop ou on ne reçoit pas assez. Et ça, c'est vraiment libérateur, en fait. Hein. Et ça se fait petit à petit, mais c'est possible. Ça, c'est sûr que oui, oui, on peut tout à fait y arriver. On a eu des remarques aussi sur le fait d'être égoïste. Est-ce que c'est une réponse possible? Est-ce qu'il faut être égoïste, sachant qu'il peut y avoir aussi un entourage? Visiblement, on a Dominique qui dit, j'ai une famille égoïste et centrée sur leur nombril, leur nombril. Donc, elle a appris à donner à ceux qui le méritent. Et voilà. Est-ce que vous avez des choses aussi à expliquer par rapport à ça? Oh là là, oui, j'ai envie de rebondir tout de suite. Et puis après, Véronique, je te laisse, que ça m'intéresserait aussi d'avoir ton avis. Mais là, je dis un grand non. Un grand non. Ne devenez jamais égoïste. Mais non, bon Dieu. Ça, c'est la qualité de l'hypersensible. C'est justement sa compassion. C'est l'ouverture de son cœur. Il faut juste qu'il apprenne à ouvrir son cœur pour lui. Et de se reconnaître en tant que lui, très belle personne. Hein. Et encore une fois, c'est une question de limite. Mais bien sûr, de donner, mais vous savez, on est aligné avec ça quand on n'attend rien en retour. Le problème de l'hypersensible, c'est qu'il veut tellement être aimé que, à la base, c'est quand même pour ça qu'il donne beaucoup. Alors parfois, c'est pas conscient, c'est inconscient ça. Mais c'est là où c'est important d'élever sa conscience et de s'ouvrir à ça. C'est que très souvent, vous posez-vous la question, est-ce parce que vous voudriez être aimé au point que vous arrivez à aimer les autres? Et c'est souvent le cas. Donc c'est vraiment d'apprendre ça pour surtout pas, sinon vous allez fermer votre cœur, et fermer votre cœur, mais Véronique va vous le dire encore mieux que moi, bah alors là vous allez créer de l'anxiété, vous allez déséquilibrer vos 5 éléments. Non, non, surtout pas, c'est pas du tout la solution.
continuez d'ouvrir votre cœur, de donner, mais de donner différemment, d'être plus dans l'équilibre, de respecter davantage ses limites. Et surtout aussi, posez-vous bien la question euh, de, en toute sincérité, est-ce que la personne réellement vous a demandé de vous aider, de l'aider au point que vous avez donné? Vous serez surpris parce que souvent, c'est pas toujours le cas. Oui, et puis je pense qu'il faut faire la nuance entre s'occuper de soi et être égoïste, qui n'a absolument rien à voir. Sachant qu'un hypersensible, il est quand même à 10 000 lieues d'être égoïste. Donc prendre du temps pour soi, c'est vraiment le chemin qu'on essaye d'expliquer depuis tout à l'heure. C'est au lieu d'être tourné vers l'autre et d'aller chercher inconsciemment vraiment cet amour en donnant tout le temps aux autres, c'est parce qu'en fait cet amour, c'est l'amour qu'on doit se donner à soi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut se tourner vers soi, apprendre à s'aimer soi, ce qui est vraiment un travail en soi, hein. Donc se donner du temps, parce que c'est un travail qui se fait petit à petit, mais vraiment c'est l'amour de soi en premier. Et vous allez voir que quand vous allez travailler ça, que ça va mieux circuler, que ça va être plus développé, bah, du coup vous allez avoir beaucoup moins besoin de courir après l'amour des autres, parce que vous serez nourri, l'énergie du cœur sera nourrie de l'intérieur. Et donc ça c'est important de ne pas aller chercher chez les autres ce que du coup, vous êtes capable d'aller donner aux autres, retournez tout ça et donnez-vous à vous tout cet amour parce que vous le méritez. Et ça, une des premières clés vraiment du travail. C'est vraiment de tourner ça, de s'occuper de soi. Et on n'est pas du tout égoïste pour ça. Au contraire, on donnera mieux, moins, mais plus qualitatif si on s'occupe de soi. Très Totalement. beau. C'est très, très beau. Donc, aimez-vous vous-même en Aimez-vous priorité vous-même, et voilà. vous ne serez pas égoïste. Donc, c'est important de retenir ça. Merci à toutes les deux. On va juste terminer parce que là, je vois qu'on a un peu dépassé le temps sur une question qui a été posée par Eva et qu'on va pouvoir répondre maintenant. Elle demande, est-ce qu'il y a des rencontres, thérapies de groupe d'hypersensibles en France? Si oui, est-ce que vous avez des adresses, voilà, à distance ou pas? Alors, moi, je mène des groupes comme ça. Alors, en général, oui, quand c'est par rapport à l'hypersensibilité, j'essaye quand même de bien organiser ces rencontres qui sont via Zoom, hein. Euh, euh, Entre hypersensibles en premier lieu. Et ensuite, en fonction des besoins, ça peut évoluer sur, au contraire, parfois ils viennent en couple pour essayer de mieux se comprendre ou autre. Oui, l'idée du groupe, c'est surtout pour libérer la parole. Et comme on vous le disait juste un peu avant, c'était aussi, ça fait du bien de se rencontrer un peu en groupe entre hypersensibles. Donc, les séances vont être différentes. Ça va être plus j'ai envie de dire, un espace de parole libre. Déjà, parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les personnes ont besoin de savoir, mais voilà, là, j'ai ressenti ça, ou là, j'ai vécu ça, mais je suis normale ou pas? Et le fait, en effet, d'être confronté avec d'autres hypersensibles, ben, en fait, on va s'apercevoir que oui, en effet, en fait, je ne suis plus seule à avoir ressenti ça. Et c'est vrai que, alors c'est pas en revanche les petits groupes, hein, les petits groupes pour qu'il y ait une interaction plus soutenue. Et c'est à la demande. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit de m'écrire ou de m'appeler et je constitue un groupe et j'appelle ça parole d'hypersensible, tout comme je fais la même chose par rapport aux femmes et à toutes nos problématiques gynécologiques merveilleuses. Où ça s'appelle Parole de femme. Donc c'est aussi, voilà, c'est souvent ça va pas être le même travail encore une fois qu'un travail individuel, mais c'est très intéressant. Alors moi, je Génial. travaille plutôt en individuel parce que l'énergétique, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais par contre, je vous invite à justement vous servir de vos petites antennes d'hypersensibles parce que souvent, en fait, on en a pas loin du tout de nous. Parce que mine de rien, en fait, inconsciemment, on se regroupe. Donc, soyez à l'écoute, en fait, des gens qui vous entourent parce que vous avez forcément quelques petits hypersensibles dans votre entourage et avec qui, du coup, il faut creuser la relation et justement pour se rencontrer, pour creuser un peu tout ça et pour se comprendre.
Génial. Merci à toutes les deux. Donc, vous savez maintenant que vous pouvez vous adresser à nos praticiennes si vous avez besoin de compléter. Et on va clôturer parce qu'en plus, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui partent. Donc, oui, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Juste un tout petit message avant. N'hésitez pas donc à bien consulter effectivement les praticiennes. Alors, attendez, on va aller au bout. Hop, voilà. Donc, vous avez donc le support qui sera disponible en replay. On vous l'envoie dans les prochains jours. Vous avez ici toutes les informations si vous voulez contacter par mail ou par téléphone Véronique et Aurélie. Et puis voilà, on a été très contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'au bout, à toutes celles qui sont parties, bien évidemment. Il y a beaucoup de retours très positifs sur la conférence, sur les explications, sur l'éclairage. Donc, merci à nos intervenantes d'avoir tenu jusqu'au bout et d'avoir répondu à toutes les questions. Voilà, moi je suis très contente de vous avoir sur ce webinaire et puis bah, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et au plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Merci tout le Bonne monde. soirée. Au revoir.